Et alors, je retourne formellement à ma place, mais pour faire le lien sur la prochaine table ronde, puisqu'on parlait d'espace effectivement à aménager, mais dans les espaces, il nous faut des professionnels. Et on a souhaité s'interroger justement sur les questions des métiers de la petite enfance, qui les définit. Et pour ça, je vais accueillir Andrew Matiasco, qui est référent pédagogique, qui va animer cette table ronde. Je vais également appeler Alice Lapré, qui est chef de service adjointe au directeur général de la cohésion sociale. Elsa Hervy, déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèche. Mehdi Tibourtine, de la Fédération des entreprises de services à la personne. Céline Boudet, qui est responsable de crèche familiale départementale à vocation d'insertion professionnelle. Et Audrey Lebrun, qui est assistante maternelle. Double girafe. Alors bonjour à tous. Donc du coup, le fondement de cette table ronde a été réfléchi sur aujourd'hui quelles sont les mobilités professionnelles et les perspectives d'avenir de nos métiers de la petite enfance. Et pour toutes ces évolutions, pour montrer toute cette évolution-là, on a réfléchi à essayer d'identifier quels sont en fait les points d'évolution et les points qui ont pu changer dans le temps. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus une plus grande diversité des lieux d'accueil, mais aussi de professions qui se créent autour de la petite enfance et qui touchent la petite enfance, ce qui permet aux professionnels aujourd'hui de réussir à avoir aussi une mobilité au sein même de la petite enfance et de pouvoir avoir, si possible, une plus grande, on va dire, opportunité d'associer sa vie privée et sa vie professionnelle. C'est ce qui est pour nous aussi essentiel aujourd'hui pour justement valoriser nos métiers de la petite enfance et surtout prendre encore du plaisir dans notre travail. D'autre part, la grande question qu'on va essayer d'établir pendant cette table ronde, c'est comment on peut concilier la vie de travail et les besoins qu'on a autour des enfants et des familles qu'on accompagne au quotidien. Les propositions d'un cadre de travail adapté à leurs besoins et à la philosophie éducative aujourd'hui est un début de réponse, mais on va essayer d'approfondir encore plus ce sujet-là. En somme, la diversité des structures d'accueil a non seulement élargi le champ des possibles et les métiers de la petite enfance, mais elle a aussi enrichi les parcours professionnels. On va pouvoir le voir justement dans un des témoignages, toutes les possibilités d'évolution, mais aussi toute la possibilité de réussir à évoluer au sein même de la même profession. C'est sur cette thématique qu'aujourd'hui on va pouvoir intervenir tout au long de cette table ronde. Justement, par rapport à cette table ronde-là, comment ça a été organisé pour que vous voyez un peu l'architecture de cette table ronde. On a pu échanger des questions en fonction des différents intervenants et qu'ensuite, justement, ils puissent les préparer pour qu'ils puissent ensuite tous rebondir les uns sur les autres s'ils le souhaitent et qu'on puisse... Sur le propos. Oui, nos propos. Sur vos propos, que vous puissiez rebondir sur vos propos, du moins. Désolé. Du moins sur vos propos, et que justement à partir de ces propos-là, qu'on arrive à avoir un élargissement et à une vision des choses institutionnelle jusqu'à professionnelle et que vous pouviez avoir aussi un retour d'expérience. Pour ça, du coup, aujourd'hui, on va commencer par Alice Lapré. Et donc, dans un premier temps, essayer d'avoir une vision de tous les métiers de la petite enfance aujourd'hui qu'on peut avoir sur le territoire. Et par la même occasion, toute l'architecture des formations et les reconversions, quelles sont les passerelles qui peuvent exister entre ces différents métiers au sein du secteur de la petite enfance. Merci. On s'était posé la pertinence de la première question, c'est-à-dire se dire, est-ce que vraiment à vous, on va vous expliquer quels sont tous les métiers qui existent dans le secteur de la petite enfance. Après tout, s'il y a quelqu'un qui les sait, c'est vous, vous êtes les mieux placés pour le savoir. Alors du coup, je me suis dit, je vais retourner la question et la poser un peu différemment. Quand vous vous présentez, quelles sont les questions auxquelles vous avez à répondre pour dire, ben voilà, quel est mon métier ? Et une des premières questions, peut-être, c'est mais moi, je travaille auprès des enfants de moins de 3 ans. Mais ça ne suffit pas, parce que finalement, il y a beaucoup de professionnels qui peuvent travailler auprès des enfants de moins de 3 ans, dans le secteur aussi de l'aide sociale à l'enfance, de l'enfance handicapée. Alors, ça ne suffit pas pour résumer, vous, le secteur dans lequel vous travaillez. Donc, il y a une autre approche qui est de dire là où moi je travaille, le lieu. Et donc là, on rentre un peu dans ce qu'on vous a présenté avant. On a des lieux d'accueil individuels, et donc je peux être garde à domicile, mais je peux aussi être assistante maternelle. Mais là aussi, je peux travailler chez moi, à domicile, ou en maison d'accueil maternel.
Donc on voit déjà qu'on commence à multiplier les cartes de plusieurs couleurs. Puis je peux travailler en lieu, ce qu'on appelle en lieu d'accueil collectif, donc en EAJE, donc en crèche ou en micro-crèche par exemple. Donc là, c'est une deuxième type de question. Et puis après, il y a une autre approche qui est de dire, moi je suis plutôt dans le métier, il y a 3 types de métiers. Alors moi je suis dans le métier du social, et donc là je peux être par exemple, je rentre un peu plus dans le détail, je l'ai déjà dit, assistante maternelle, éducateur de jeunes enfants, garde d'enfants à domicile. Tout ça c'est dans la brique métier du social. Non, moi je suis plutôt dans les métiers de la santé, et donc je suis auxiliaire de puériculture, je suis infirmière de puériculture, ou je suis psychologue ou psychomotricienne. Et donc là, je suis dans la sphère de la santé. Et il y a une dernière sphère, c'est... non, moi, je suis dans la sphère éducative, et donc je suis accompagnant éducatif petite enfance ou éducateur jeune enfant. Et donc ça, c'est des approches par type de métier. Et enfin, il y a d'autres types d'approches qui est de dire... Bon, j'ai différents niveaux de qualification. Et donc là, on a plusieurs niveaux. Donc c'est du niveau 3, donc côté CAP, au niveau 6, côté diplôme d'État. Et donc finalement, on peut dire, moi j'ai un diplôme d'État d'infirmière puéricultrice ou j'ai un CAP assistant éducation petite enfance. Et enfin, la dernière façon d'y répondre, c'est aussi de dire, mais en fait, comment t'es arrivé là ? Il y a plein de façons là aussi. J'ai fait ça tout de suite après mon bac ou voilà mon CAP. Et donc ça, c'est la formation initiale où j'ai pu y arriver aussi par une transition professionnelle ou par une validation des acquis de l'expérience. Et enfin, en contrat pro ou en alternance. Et donc ça, c'est un peu toute la diversité de toutes les questions auxquelles vous avez à répondre quand vous décrivez votre métier. Et cette diversité-là, c'est de la richesse finalement. C'est pas de la... on pourrait dire c'est un peu éparpillé, il y en a, c'est difficile à comprendre. C'est peut-être en répondant à toutes ces questions-là qu'on arrive à percevoir un peu tout le champ des possibles dans les métiers de la petite enfance. Et donc c'est un peu toutes les questions auxquelles on voulait finalement, auxquelles vous êtes censé... sans doute vous répondez parfois quand on vous demande mais finalement toi tu fais quoi, c'est quoi ton travail ? C'est tout à fait ça, c'était toute l'idée, c'était de pouvoir avoir un tour d'horizon, parce que les métiers de la petite enfance sont quand même assez larges et les lieux où on peut les accueillir le sont encore plus. La preuve étant encore, il y a le métier est en mouvement et il y a de nouvelles professions qui se créent, comme ce matin on avait pu avoir... il y a une professionnelle qui a reçu le prix parce qu'elle a fait un projet en tant que JE libéral. Donc on s'en rend bien compte qu'il y a même des conceptions de nouveaux métiers qui n'étaient pas de base conçues. Donc on se rend bien compte qu'il y a une transformation qui a été faite de par la société et avec l'évolution et les besoins de chacun. Mais aujourd'hui aussi, toute la teneur de nos propos aussi derrière, c'est de savoir quelles sont les formations derrière qui peuvent être accompagnées et les passerelles qu'il peut y avoir réellement entre ces différents métiers. Alors, je ne sais pas si vous voulez... Je présente directement le... Quand on a travaillé sur la table ronde, on a abordé assez vite un projet sur lequel la Direction générale de la cohésion sociale, elle travaille, qui, moi, ce que j'appelle un projet à bas bruit, c'est-à-dire un projet qui est un peu technocratique, qui n'est pas nécessairement très vendeur et qui pourtant, par une lame de fond, va modifier quand même en profondeur la façon de concevoir les diplômes du travail social. Et ce projet-là, il s'appelle la réarchitecture des diplômes du travail social, KESACO. Derrière ce nom de réarchitecture, on part d'un constat, c'est qu'il y a 13 diplômes du travail social, dont une partie dans les secteurs de la petite enfance, et une partie commune à d'autres secteurs. J'ai parlé de l'aide sociale à l'enfance, j'ai parlé d'enfance handicapée. Et ces diplômes-là, pour l'instant, si vous prenez un diplôme, tout simplement, le contenu du diplôme, pour avoir le diplôme, il est publié par arrêté. Et donc, vous avez toute une liste finalement, de modules ou de cours qu'il faut avoir passé. Vous voyez, la première année, deuxième année, ainsi de suite. Et chaque diplôme a sa façon de concevoir ses modules et sa façon de concevoir son déroulement. Une des critiques qui a pu être faite à cette forme-là de présentation, c'est qu'elle n'était pas très lisible pour tous les candidats et que surtout, éventuellement, ils ne se projetaient pas très bien sur, bon, j'ai un diplôme de niveau, je viens de le dire, là, niveau 5, et si je veux passer au niveau de niveau 4, finalement, est-ce que je peux valider certaines choses ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont identiques qui me permettraient d'aller prévalider des éléments du niveau 4 ? Avec cette organisation-là,
Aujourd'hui, c'est difficile de le savoir, c'est pas très lisible. Et entre-temps, on a une loi en 2018 qui s'appelle, je vais la retrouver, l'acronyme, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc elle est bien nommée, qui nous dit obligation, voilà, désormais les diplômes, vous les organiserez sous forme de blocs de compétences. Et c'est là où je dis que c'est un peu technocratique, finalement, des blocs de compétences, à quoi ça correspond. Et alors, je vais vous dire tout de suite à quoi ça correspond et le projet qui est en cours au sein de la Direction générale de la cohésion sociale. Les blocs de compétences, tels que la façon dont aujourd'hui on les travaille pour l'ensemble des diplômes d'État du périmètre travail social, ça va être de les organiser en 4 blocs. Et assez rapidement, je vais vous dire que ces blocs n'ont pas de vocation à être parts identiques. Et donc, je le dis dès le début parce que c'est la première critique qui est faite, c'est de dire bah, vous avez 4 blocs, on coupe chacun fait 25% du camembert et ça, c'est déjà un point de vigilance. Je vous dis tout ça parce que ces 4 blocs sont organisés de la façon suivante. Il y a un premier bloc qui s'appellera le bloc transversal. C'est globalement, ce sera toutes les compétences nécessaires pour exercer une activité professionnelle. J'ai une hiérarchie, j'ai des collègues, quel est mon environnement professionnel en entreprise ou à domicile d'ailleurs. Ça, c'est un premier bloc qu'on appellera bloc de compétences transversales. Ensuite, il y aura 2 blocs communs à tous les diplômes du travail social qui seront identiques à ces diplômes-là et ces blocs-là seront centrés sur le travail social. Et beaucoup plus spécifique, notamment sur l'environnement professionnel quand je suis dans un métier du travail social. Quel est-il? Quels sont les métiers, les différentes fonctions visées? Et ensuite, il y a un bloc, et c'est pour ça que je vous ai dit assez rapidement que tous les blocs n'avaient pas de taille équivalente, qui est le bloc spécifique au diplôme que je passe. Et donc, vous voyez arriver, si mon bloc spécifique, il est que de 25%, ça veut dire qu'on est un peu tous quasiment interchangeables. Or, ce n'est pas l'objectif de la réforme. Au contraire, ce bloc-là, il a vocation à avoir une part significative dans ces diplômes. Une fois qu'on dit que la loi nous fait office de dire, bon, organisez les diplômes selon des blocs de compétences, ok, il y aura 4 blocs, et tous les diplômes devront être organisés désormais sur ces 4 blocs-là. Et donc, quel que soit le diplôme du travail social que vous aurez, vous saurez que vous aurez à passer 4 blocs de compétences, avec un bloc spécifique qui représente une part significative de votre diplôme. L'intérêt de cette organisation-là, outre le fait qu'elle va rendre lisibles les diplômes, qui vont être organisés tous de la même façon désormais, c'est permettre des passerelles. Et évidemment, c'est ça tout l'intérêt en réalité de cette organisation-là. C'est que pour un même niveau, je les ai dit tout à l'heure, de niveau 3 à 6, pour un même niveau de diplôme, vous pourrez avoir des équivalences. Quand vous aurez passé un bloc, et notamment le bloc transversal et les blocs communs, on pourra en tout ou partie, et ça c'est encore à déterminer, considérer que ceux-là, ils sont acquis quand j'ai un diplôme de même niveau. Et que du coup, vous aurez à passer sur tout le bloc spécifique pour valider un diplôme de même niveau de travail social. Et ça, c'est un peu la ligne que nous, on souhaite fixer, c'est de quelle façon cette organisation-là des diplômes, elle va permettre plus de passerelles et de mobilité entre les différents diplômes. C'est un travail au long cours. Il a commencé. La direction, elle travaille avec les membres du Conseil national paritaire. Et donc l'ensemble des parties prenantes, elles ont été consultées. On l'a présenté au commissariat du travail social ces derniers jours pour expliquer l'objet de la réforme. Il y a encore des groupes de travail qui vont se mener. Et elle va être mise en œuvre dans le calendrier au fur et à mesure du renouvellement des diplômes. Tous les 5 ans, il nous est fait obligation de revoir le contenu des diplômes et la façon dont ils sont organisés. Et donc ça commence dès l'année prochaine. En 2025, on a plusieurs diplômes. Celui d'éducateur spécialisé, celui de moniteur éducateur et celui d'éducateur jeune enfant, qui vont être amenés à être réorganisés en fonction de cette architecture-là. Et ainsi de suite, les années suivantes, ça s'étale jusqu'à 2028, au fur et à mesure que les diplômes ils arrivent à échéance. Voilà un peu ce dont je voulais parler. Cette réforme, elle est... Voilà, quand on vous dit comme ça, réarchitecture du diplôme du travailleur social, ok. Bon, faites ce que vous voulez après tout. C'est surtout l'objectif qu'il y a derrière. C'est une fois que l'ensemble des diplômes sont organisés de la même façon, imaginer des passerelles entre les diplômes sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Et ça, c'est nous l'objectif en réalité qu'on souhaite atteindre. Bah merci.
Je pense que voilà, toute l'idée, c'était aussi de montrer les différentes passerelles qui vont être possibles et qu'on espère, du coup, vont favoriser l'attractivité de la petite enfance et la venue de nouveaux professionnels dans ce secteur. Maintenant, ce qui, je pense, pourrait être intéressant, c'est que Elsa Hervy, si vous pouvez nous faire justement, on va dire, pensez-vous que l'offre actuelle et les projets d'évolution qui ont pu justement être évoqués à l'heure actuelle de formation professionnelle suffisent à améliorer l'attractivité des métiers, ou est-ce qu'il y aurait encore d'autres opportunités ou d'autres visions selon lesquelles, ou d'autres axes qui devraient être renforcés? Merci. Je pense qu'il y a de nombreux autres axes qui peuvent être renforcés. On est dans cette matière de renforcement de la mobilité et de l'attractivité, plein d'espoir et d'attente. On n'a plus besoin de rapports. Je voulais le dire parce qu'on en a déjà 6, 211 propositions, plus de 1000 pages. Ça fait 5 kilos de papier. Donc si on peut arrêter les rapports, ça c'est bien. Comme tous les membres du comité de filière petite enfance, à la fédération, on va appeler à la création d'un diplôme de niveau bac dans la filière éducative. Et pour rebondir sur les propos de Madame Lapré, pas sur Madame Lapré, je voudrais vous interpeller peut-être avec ce que vous avez dit sur les travaux à venir sur ce diplôme qui est fondamental dans notre filière, qui est éducateur de jeunes enfants. D'ailleurs, même vous l'avez à la fois présenté dans la filière sociale et puis dans la filière éducative avec l'accompagnant éducatif petite enfance. Et au comité de filière, c'est un vœu un peu unanime qu'on a, je crois, depuis presque la création du comité, et même avant, qui est d'avoir un diplôme de niveau bac dans cette filière éducative, aux côtés du diplôme d'auxiliaire de puériculture dans la filière santé. Et est-ce qu'on a un espoir que, même si je comprends bien, le découpage en petits blocs est absolument fondamental et fait pour 2025, est-ce qu'on a un espoir de trouver un interstice de bout d'action pour voir naître ce diplôme de niveau bac dans la filière éducative qui, de notre point de vue, est un des leviers qui manque pour faire progresser en termes de mobilité hiérarchique encore 60% des professionnels. Et peut-être il y a un autre impensé qu'on ne dit pas assez, qui est que nos métiers, on ne le fait pas assez savoir, mais de facto, ils sont mobiles. C'est-à-dire que le professionnel de la petite enfance, il n'a pas besoin de partir avec sa machine-outil pour se déplacer. Il est son propre outil, il est un tout. Et en fait, ce sont intrinsèquement des métiers qui peuvent s'exercer partout. Et nous, à la Fédération, ça nous arrive régulièrement d'accompagner des mobilités géographiques entre adhérents. J'ai un super adhérent à la Guadeloupe, pour ceux qui veulent du soleil, et il a toujours du mal à recruter. Mais voilà. Et puis, il y a des aventures de vie. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que ce qui nous manque aussi, c'est de faire savoir qu'il y a des mobilités hiérarchiques qui peuvent exister. Et ça aussi, on ne le fait pas assez savoir. Il y a eu une espèce de micro-révolution à bas bruit. Alors là, très très bas bruit, personne ne le dit. Mais depuis le décret du 30 août 2021, il y a 15% des effectifs de crèche, c'est-à-dire les auxiliaires de puériculture, qui ont désormais une voie d'accès à une promotion professionnelle en dehors de passer un nouveau diplôme, qui est de devenir référent technique de microcrèches, au bout d'un an de postuler pour être référent technique de 3 microcrèches ou directeur adjoint. Quand il y aura 3 ans d'expérience dans ces fonctions managériales, peuvent même envisager de postuler sur des postes de direction de crèche. Donc aujourd'hui, on a grosso modo 40% des effectifs qui peuvent construire une carrière au sein de la crèche. Elles peuvent aussi sortir, mais vous comprendrez que je ne fasse pas trop la publicité de carrière à l'extérieur des crèches. Et on a encore 60% qu'on ne peut pas motiver autrement que par le sens de leur métier. Et je pense que c'est un peu ça, moi, que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est que un de nos leviers d'attractivité du métier et de perspective d'avenir, c'est de garder la spécificité
qu'ont aujourd'hui les professionnels de la petite enfance et qui se montrent tous les ans dans la SNPE et dans les Giraffe Awards, qui est cette liberté pédagogique, cette liberté d'innovation. Et alors, comme je le disais ce matin, il y a un petit référentiel national des pratiques professionnelles qui est en consultation jusqu'au 18 octobre. Je me permets d'insister sur le fait que c'est à la fois formidable qu'il existe et que ces travaux soient lancés. Il peut être, par contre, extrêmement inquiétant sur certaines propositions qu'il peut faire, avec une logique de préscolarisation avant l'heure. Il y a dans les pratiques recommandées, par exemple, des cahiers d'observation trimestriels avec des rendez-vous avec les parents. On a l'impression de revoir le carnet de notes. Et du coup, c'est un peu inquiétant. Et c'est surtout le risque d'une standardisation de programmes là-dessus et d'une certaine manière d'oublier au passage quelque chose qui nous semble fondamental et qu'il faut mettre en avant, qui est la liberté pédagogique de nos équipes et leur droit à l'innovation, qui est un des leviers d'attractivité. Potentiellement, être professionnel de crèche aujourd'hui et demain, c'est pas faire le même métier le 14 octobre 2024 que le 14 octobre 2023 et le 14 octobre 2025, parce qu'on ne fait pas la même chose tous les ans à la même date. Et voilà, je pense que j'ai débordé un peu, mais j'avais plein de choses à dire. Il n'y a aucun souci, au contraire, c'est très enrichissant. Justement, après tout ce tour d'horizon, on va dire, sur les formations et les structures, peut-être qu'il serait intéressant que Mehdi Tirbourtine, désolé, pas de souci. On trouvait intéressant que vous puissiez rebondir sur le côté de pouvoir rebondir sur la variété des structures et comment elles contribuent en fait à l'épanouissement des professionnels à l'heure actuelle sur le terrain. Tout à fait. Déjà, merci à nouveau à l'association Agir pour l'organisation de cette journée. On voit bien que c'est précieux d'avoir ce type de temps qui mettent en avant les différents métiers de la petite enfance. Donc moi, je suis le directeur général adjoint de la FESP. En 2-3 mots, la FESP représente aujourd'hui 4000 entreprises de services à la personne, dont 850 entreprises de garde d'enfants à domicile et 1200 entreprises de crèches et de micro-crèches. Donc on a une vraie vision sur la pluralité des modes d'accueil et des métiers. Et ça a été évoqué, c'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau de la petite enfance, on a donc plus de 8 branches professionnelles, une diversité de métiers donc, qui contribuent à apporter une vraie richesse en termes de solutions d'accueil, une richesse aussi pour les professionnels qui peuvent se diriger quand ils le peuvent vers le mode d'accueil qui leur correspond le mieux, mais c'est également aussi, il faut se le dire, ça peut être un frein ou un manque de lisibilité sur une évolution professionnelle, tout en sachant qu'il y a aussi des contraintes, déjà j'y reviendrai, en termes d'évolution professionnelle qui émanent des nécessaires diplômes qui sont fixés par voie réglementaire ou de passerelles qui peuvent plus ou moins ou pas s'opérer entre les différents métiers. Donc à ce titre-là, nous au niveau de la fédération, on a une approche qui est plurielle, c'est-à-dire qu'il y a une approche, bien entendu, auprès des pouvoirs publics. Elsa le rappelait, ça a été souligné au niveau de la DGCS, on travaille au sein du comité de filière petite enfance, et on est tous unanimes là-dessus pour dire qu'il faut plus de lisibilité, plus de visibilité pour les professionnels, des passerelles qui sont un peu plus opérables entre les différents modes d'accueil, qui correspondent surtout aux souhaits des professionnels. On travaille aussi au niveau de notre branche professionnelle, parce qu'en tant qu'organisation professionnelle, on négocie avec les partenaires sociaux dans le cadre des discussions autour de la convention collective de la branche, donc qui vient fixer les conditions de travail des salariés ainsi que la politique de formation professionnelle qui va être portée au niveau de la branche. Donc ça, c'est extrêmement important, parce que c'est-à-dire qu'il y a le légal, il y a le réglementaire, mais il y a ce qu'on peut apporter aussi au niveau de la branche, les compétences que l'on peut apporter aux salariés pour leur permettre d'évoluer. Et donc, ce sont surtout ces enjeux-là que nous sommes pleinement engagés. Moi, quand j'ai vu l'intitulé de la table ronde, enfin, on a échangé, le premier point que je me suis posé, je me suis dit, bon, bah voilà, dans le titre, il y a perspective d'avenir. Donc, le point premier, c'est est-ce qu'on est sur des métiers d'avenir ? Bon, bah là, il y a juste à regarder, est-ce qu'il va y avoir des besoins demain sur la petite enfance ? On voit bien qu'on a déjà aujourd'hui 200 000 solutions d'accueil qui sont à aller co-construire et que, ça a été dit ce matin, et ça on le partage pleinement, sans solution d'accueil, enfin sans mode d'accueil, pas de professionnels, et sans professionnels, il n'y aura pas de mode d'accueil. Et ça a été aussi dit, c'est-à-dire que si on souhaite en plus qu'il y ait des professionnels, enfin des enfants qui soient épanouis au quotidien, il faut qu'il y ait des professionnels qui soient aussi épanouis. Donc ça nécessite le fait qu'on ait à continuer d'œuvrer en matière de transition professionnelle, de qualité de vie au travail des intervenants. Nous, on voit la chose par 3 aspects, c'est-à-dire qu'en matière de mobilité professionnelle et d'évolution,
je ne vais pas refaire tout ce qui a été dit sur le panel des différents diplômes, mais aujourd'hui, l'intervenant, une personne qui souhaite se lancer dans la petite enfance, forcément, elle a une vocation et c'est que ce sont des métiers qui ont du sens. Donc ça, on aime bien rappeler aussi le fait de dire que oui, juste être parent ne suffit pas pour travailler dans la petite enfance. On est vraiment sur des métiers qui nécessitent des compétences, qui permettent d'évoluer. Après, au sein du secteur, on est aussi à faire la promotion des évolutions interprofessionnelles plutôt que vers l'extérieur, mais c'est possible aussi d'évoluer vers l'extérieur, ça faut le dire aussi, parce que ça peut être un vrai tremplin vers d'autres métiers. Et donc à ce titre-là, pour penser attractivité des métiers, pour nous, il est important déjà qu'on puisse avoir, ça c'est ce que je disais, et là je vais rentrer un peu plus dans la technique, la visibilité sur l'évolution professionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on va être sur des modes d'accueil individuels, moi je pense notamment aux entreprises ou aux associations de garde d'enfants à domicile, ou même à l'emploi direct ou aux assistantes maternelles, on ne va pas avoir les mêmes parcours d'évolution possibles que lorsqu'on est en micro-crèche ou que lorsqu'on est en crèche. Et c'est ça qui manque aussi aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des passerelles qui existent aujourd'hui, notamment le fait de rentrer dans une structure, de se former, d'avoir un CAP-EPE, de pouvoir évoluer de l'individuel vers le collectif. Et donc ça se fait. Une fois dans le collectif, après en fonction de la structure, pouvoir, ça a été rappelé, accéder à des postes d'encadrement. Mais il y a des fois aussi où dans certaines structures, il n'est pas possible d'évoluer. Il n'est pas possible d'évoluer parce qu'il y a certains postes qui sont définis aujourd'hui réglementairement, parce qu'il n'y a pas de possibilité de basculer d'un niveau CAP à un niveau Bac+3. Alors, vous allez me dire, c'est nécessaire qu'on ait aussi des postes qui soient liés à des diplômes, mais il faut qu'on ait ces passerelles-là. Il faut qu'on puisse se dire aujourd'hui, peut-être qu'une personne qui a un niveau bac, qui a travaillé depuis 5 ans dans le domaine de la petite enfance, ou moins, mais une durée pour laquelle on estime qu'elle a des compétences, lui permettre d'accéder peut-être plus facilement à certains diplômes de niveau supérieur sans avoir besoin de s'arrêter 3 ans. Après, il y a certains freins réglementaires aussi qui restent à lever aujourd'hui. Ça, on est tous unanimes, en tout cas pour ceux qui représentent notamment les modes d'accueil, qui sont individuels ou collectifs, mais organisés par... intermédiés par des structures, c'est le fait de mettre en avant la formation professionnelle. Et dans la formation professionnelle, il y a la formation continue. Et on pense notamment à l'apprentissage. C'est-à-dire qu'il y a une des pistes aujourd'hui qui pourrait être de dire, si on veut faire évoluer les métiers et évoluer les professionnels en interne, voire vers d'autres structures de la petite enfance, il faut qu'on puisse reconnaître au maximum, il faut qu'on puisse lever les freins aujourd'hui à la formation interne. Et quand je parle d'apprentissage, notamment, aujourd'hui, un des principaux freins à l'apprentissage, notamment en crèche ou en micro-crèche, et que les apprentis, même lorsqu'ils ont un diplôme qui pourrait être reconnu réglementairement, ne sont pas comptabilisés dans les effectifs. Et ça, c'est un vrai frein, parce que si jamais on levait ce frein-là, ça boosterait encore plus l'apprentissage et ça permettrait l'évolution professionnelle des intervenants. Donc il y a vraiment cette piste de formation professionnelle, il y a la meilleure lisibilité sur les évolutions entre les modes d'accueil lorsqu'elles sont possibles. Mais après, il y a aussi, et ça, nous, on aime bien cette notion-là, le fait de dire que mobilité professionnelle ou évolution peut aussi vouloir dire évolution au sein de son poste de travail. C'est-à-dire qu'une personne qui a un CAP-EPE, une personne qui est auxiliaire puériculture, une personne qui est EGE peut se dire moi j'aime mon travail et j'ai envie de rester dans mon travail à mon poste. Néanmoins, il faut que j'ai le sentiment, il faut que ce soit plus que le sentiment, il faut que j'évolue au sein de ma structure. Et donc évoluer, ça peut vouloir dire soit être formé pour avoir un peu plus de compétences et pouvoir, le jour où la personne veut évoluer vers d'autres horizons, se dire j'ai acquis des compétences qui me permettent après de pouvoir les exploiter par ailleurs, ou aussi d'évoluer en termes de conditions de travail. Donc, et ça passe, il faut se le dire, par le salaire. Et donc là, il y a une des pistes aussi que l'on rappelle aujourd'hui. Alors c'est dommage, les représentants, des GCS qui est présente, représentant de l'État, mais c'est vrai qu'il y a eu des belles annonces qui ont été faites en début d'année par les précédentes ministres qui étaient en charge de la petite enfance sur le bénéfice d'un bonus attractivité pour les professionnels de la petite enfance, donc le fait de pouvoir bénéficier de 150 € en moyenne en plus pour tous les professionnels. Et là aussi, résultat des cours, alors mesure excellente qu'on ne peut que saluer et on l'a même portée et encouragée. Néanmoins, typiquement, et là ça résume ce que je disais sur des freins qui existent aujourd'hui, on se rend compte que dans le périmètre de ces dispositifs-là, il ne va pas concerner tous les salariés du secteur. Et donc ça va être un frein majeur aussi également dans l'évolution interne des professionnels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié qui va travailler dans une structure de garde d'enfants à domicile ou en micro-crèche, quand bien même il réaliserait exactement les mêmes missions qu'un salarié en crèche, ne bénéficiera pas de ce bonus, juste parce que dans les textes qui actent la création de ce bonus, ces salariés-là ne figurent pas dedans, alors qu'ils réalisent exactement la même mission. Donc de base, ça va créer un biais sur l'évolution possible en interne, parce qu'on ne peut pas en vouloir aux salariés qui pourraient se dire
tiens oui, je vais être payé 150 € de plus en travaillant dans une structure voisine qui est associative, communale ou autre, qui elle bénéficie des 150 €. Et donc, je vais travailler dans cette structure-là. Vous voyez, donc voilà, il y a des freins aujourd'hui qui existent, qu'on pourrait lever si jamais les professionnels, et là je rebondis sur ce qui a été dit juste avant, dire on n'a pas besoin d'un énième rapport, on a déjà toutes les pistes qui sont mises sur la table et qui sont portées par les professionnels, parce que les pistes, elles émanent du terrain, quels que soient les modes d'accueil. Et si ces pistes-là étaient expertisées, étaient prises en compte par les pouvoirs publics, ce qui est certain, c'est qu'on contribuerait fortement à renforcer l'attractivité des métiers. Et enfin, j'arrête juste parce que c'est vrai que ça a été souligné par la DGCS, et ça, c'est vraiment important aussi d'avoir des diplômes qui puissent permettre après une interopérabilité. Et c'est vrai que ça avait été pensé notamment avec le DAES, je pense, qui fait le pont entre le domaine médico-social, le domaine des services à la personne, de la petite enfance. Et on voit bien que voilà, il y a un socle commun qui peut après permettre aux salariés, le jour où il veut évoluer vers d'autres secteurs, de déjà avoir disposé de ce socle commun et d'après de compléter sa formation par des modules spécifiques. Et donc ça, c'est vraiment des éléments aussi sur lesquels il faut continuer de travailler pour justement offrir le maximum de champs des possibles aux salariés de la petite enfance. Merci beaucoup. Ça va faire une très belle transition, je pense, avec Céline Boudet, justement, qui va pouvoir nous partager un peu tout son parcours. Et surtout de ce que moi j'ai pu retenir de nos échanges, de cette recherche de son épanouissement professionnel et du plaisir au travail continuel. Merci Andrew, merci à tous. Alors c'est drôle parce qu'on a préparé cette table ronde ensemble avant, mais en fait voilà, à l'écoute des premiers échanges, je me sens un peu partagée parce que du coup voilà, je suis professionnelle de la petite enfance depuis des années et des années. Du coup, je ne sais plus comment me présenter. Alors, est-ce que je commence par mes diplômes? Est-ce que je commence par dans quel sens je les ai faits? Voilà, donc ça me fait assez drôle parce que finalement, il y a quand même un fil rouge dans toutes ces années de petite enfance, quel que soit le diplôme. Je suis venue au métier parce que ça répondait à des besoins. Et je pense que tout autant que vous êtes, vous aussi, vous avez rejoint ce métier de la petite enfance parce que ça répond à certains besoins. Moi, c'est le besoin a priori d'être en lien et de prendre soin. Je pense que je ne serai pas la seule dans cette salle. Voilà. Donc, en fait, finalement, je trouve ça plus facile de vous parler de ça que de vous parler de mes différents diplômes, mais on pourra y revenir sans problème. Voilà, et du coup, en vous entendant, je me disais, mais comment on se définit, pourquoi je suis là, pourquoi on est tous venus à ce métier, de quoi j'ai besoin, voilà, et surtout qu'est-ce qui me nourrit. Et je pense que c'est ça aussi qui favorise le bien-être au travail, les mobilités, etc. Finalement, c'est de se connaître un peu mieux. Voilà, donc j'ai noté que moi, mon pourquoi je suis là, et je pense que c'est pareil, vous me rejoindrez peut-être sur certains mots-clés. J'ai découvert avec le métier d'assistante maternelle la liberté que je ne retrouvais plus forcément dans les structures crèches que j'ai pu connaître. Voilà, ce mot de liberté maintenant me tient vraiment à cœur, et j'aime redire aux professionnels de renouer avec ce sentiment de liberté. Alors, je l'ai trouvé aussi grâce à l'association Agir pour la petite enfance, parce que, pour le coup, via l'éveil artistique et culturel, je renoue avec ce sentiment de liberté. Liberté de créer des nouveaux projets, bien entendu. Et puis dans ces pourquoi, j'ai noté l'émerveillement, parce que voilà, les enfants s'émerveillent avec beaucoup de facilité, mais une fois arrivés à l'âge adulte, avec toutes les responsabilités que ça engendre, etc., on perd un peu cet émerveillement. Et voilà, j'accompagne aussi aujourd'hui des professionnels, et je leur dis qu'elles ont cette chance d'être devant des enfants tous les jours. Voilà, si on prend le temps de les observer, on voit tout de suite cette capacité à s'émerveiller, pardon. Et je trouve que c'est vraiment une chance dans notre métier que de pouvoir au quotidien se reconnecter à ça. Pour moi, c'est vraiment précieux, et c'est un peu ce qui fait le sel de notre métier, je trouve, c'est de pouvoir se connecter à cette capacité d'émerveillement, et du coup à la notion de plaisir qui pour moi va avec.
Aujourd'hui, quand j'accompagne les professionnels de la petite enfance, et même moi dans mon quotidien, j'essaye de ne pas perdre cette notion de plaisir à ce que je fais, et je pense que ça contribue vraiment au bien-être que de rester connecté à cette notion-là. Je n'ai pas encore écrit de projet pédagogique, mais ça viendra sûrement. Et s'il y a bien un mot-clé que j'aurais envie de mettre au cœur du projet en question, ce serait ce mot de plaisir, parce que voilà, je pense qu'on ne peut pas rester dans la petite enfance au contact des enfants au quotidien sans garder cette notion de plaisir. Forcément, j'avais noté l'instant présent, mais c'est en lien avec tout ce que j'ai déjà dit. Le lien, aujourd'hui, je vous disais, je suis venue à ce métier pour le prendre soin et pour le lien. Le lien, c'est aujourd'hui quelque chose qui me nourrit encore plus qu'avant. J'ai découvert depuis quelques mois le domaine de l'insertion. Je suis responsable aujourd'hui d'une crèche à vocation d'insertion professionnelle. Et donc, c'est deux milieux que je n'avais pas connectés jusqu'à présent. J'avoue que depuis que j'accompagne des familles qui sont en insertion professionnelle, je vois mon métier de professionnel petite enfance différemment, avec encore plus d'humilité qu'avant. Donc ce terme d'humilité me tient aussi beaucoup à cœur aujourd'hui. Mais voilà, on parlait de la quête de sens. Effectivement, c'est quelque chose qui m'a permis de retrouver aussi du sens à ce que je fais, d'accompagner des familles qui sont en difficulté, qui ont besoin d'être accompagnées sous plein d'aspects. J'ai retrouvé du sens aussi par cette connexion à ce nouveau domaine que je ne connaissais pas. Alors après, si je dois me présenter de façon plus académique, en bref, j'ai commencé avec une année en licence de psychologie. On m'a dit que j'étais la future chômeuse de demain, donc j'ai dit j'arrête. Et donc j'ai fait un CAP petite enfance. J'ai enchaîné sur la formation d'auxiliaire de puériculture. J'ai été auxiliaire de puériculture pendant 15 ans, donc en milieu hospitalier, en crèche privée, en crèche publique, en crèche associative. J'ai fait une petite digression via la formation d'aide-soignante, parce que je voulais être sûre de trouver du travail. Voilà, donc j'ai aussi pu prendre soin de nos aînés. Donc cette notion de prendre soin au sens large. Mais je suis retournée à mes premiers amours, la petite enfance. Et donc après toutes ces années, j'ai eu envie de faire une pause et de retrouver un peu de liberté. Donc je suis devenue assistante maternelle à mon domicile. Ce qui m'a permis de rencontrer l'association Agir pour la petite enfance qui m'a primée, et je les en remercie encore. J'ai fait aussi un petit passage en maison d'assistante maternelle avec des collègues. Et pendant ces années assistante maternelle, j'ai fait une VAE pour être éducatrice de jeunes enfants. Donc j'ai un peu coché toutes les cases. C'est pour ça que je ne savais pas trop par quoi commencer. Et donc aujourd'hui, plusieurs casquettes. J'ai découvert aussi la formation et forcément, c'est quelque chose qui me touche beaucoup aussi parce que je suis en lien et puis j'ai cette possibilité de transmettre et je trouve ça très riche aussi. Donc il y a différentes possibilités effectivement de mobilité dans nos métiers et j'ai trouvé beaucoup de richesse dans toutes ces casquettes. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup pour ce partage. Et donc je pense qu'on peut en retenir du coup toute cette capacité de mobilité et de recherche de plaisir continuelle qu'elle a pu avoir et de curiosité aussi bien sûr autour de ça. Et c'est ça aussi qu'on a voulu mettre en parallèle. C'était l'expérience d'Audrey Lebrun qui a été tout le temps assistante maternelle et qui a pu justement trouver du renouvellement au bout de ses 20 ans encore et de réussir à trouver toujours autant de plaisir dans son métier. Je suis très contente d'avoir une collègue hyper active comme moi. Ça fait plaisir. Alors, je suis dans la petite enfance depuis très longtemps puisque quand j'étais au lycée, je faisais du babysitting. Et c'est assez étrange parce que je suis fille unique, j'ai grandi au milieu d'adultes. C'est à l'âge adulte où je me suis sentie attirée par les enfants.
Et quand je suis arrivée dans la ville dans laquelle je vis actuellement, j'ai été garde d'enfants. Il y a eu une grande campagne de recrutement sur Toulouse pour trouver des assistantes maternelles. Je me suis intéressée au métier. Et c'est cette notion de liberté dont vous parliez qui m'a beaucoup attirée dans le métier d'assistante maternelle. Et puis j'avais, je ne sais pas, une petite étincelle, un souvenir de mon enfance chez mes grands-parents qui me faisait me dire que je pouvais poser ma touche à moi dans ce métier-là. Je n'étais pas du tout attirée par la collectivité et j'avais envie de mettre mon petit grain de sel dans ce métier. Et je suis donc devenue en 2003 assistante maternelle. Sous le regard complètement déconfit de ma famille, qui m'a dit « Tu vas faire ça toute ta vie, rester chez toi et changer des couches ?» Eh ben ouais. Et donc, j'ai créé un lieu d'accueil dans un endroit improbable d'une vieille cité HLM. Je ne sais pas si vous aurez... Oui. D'une vieille cité HLM qui coche toutes les cases des images négatives qu'on peut se faire d'une cité HLM, avec des gros blocs, des murs en carton, où on vivait tous les uns avec les autres, parce qu'il n'y avait aucune isolation. De la voisine tout en haut qui se faisait taper par son mari, au vieux pépé un petit peu obsédé qui regardait des films interdits aux moins de 18 ans à toute heure de la journée et dans un volume sonore qui était proportionnel à sa perte d'audition. Voilà. Bon, bref, j'ai créé mon premier lieu d'accueil là-dedans avec un conjoint, un chien et pas d'enfant. Et je me suis dit, je vais le faire et je vais y arriver. Et j'y suis arrivée, et puis j'ai accueilli des stagiaires, et puis qui préparaient le titre, assistante maternelle garde d'enfants. Et je n'avais pas ce titre-là, donc j'ai fait une VAE. Et du coup, j'ai passé ce titre, pas vraiment pour moi, plus pour aider les stagiaires, parce que j'aimais beaucoup accueillir des stagiaires. Et le jour de mon passage devant le jury, on m'a dit devenez jury vous-même. Je me suis formée pour devenir membre de jury et pendant 10 ans, j'ai fait passer les titres assistante maternelle, garde d'enfants, assistante de vie aux familles, employée familiale. J'ai continué ma route, voilà. Et puis j'ai déménagé dans une résidence arborée avec des murs isolants, avec plus d'espace et avec une possibilité d'avoir des lieux de ressources à portée de métro qui fassent que l'accueil que je proposais me permettait aussi de vadrouiller dans la nature, auprès de lieux qui soient adaptés, de rencontrer d'autres professionnels, de rencontrer d'autres familles et de finir par me faire un petit nom. Jusqu'à ce que, hasard des changements de vie, je refasse ma vie avec mon conjoint qui est là et ma fille, et qu'on se cherche un nouveau chez nous. Et un chez nous qui puisse cocher toutes les cases, c'est-à-dire que mon conjoint, n'étant pas du tout du milieu de la petite enfance et un ingénieur informatique très carré, n'ait pas envie de fuir au bout de 6 mois à la maison avec des enfants partout, que ma fille ait un espace à elle et plus à partager avec les enfants que j'avais en accueil parce qu'elle grandissait et que ça commençait à être un petit peu en décalage, tout ça. Est né l'espace Cro-Mignon. Alors pour vous expliquer rapidement, on va peut-être voir quelques photos. L'espace Cro-Mignon est né dans le rez-de-chaussée d'une grande maison qu'on a réussi à s'offrir, enfin la banque encore pour 11 ans. Et donc on a, après 3 mois de travaux, tout en travaillant chacun de notre côté, on se retrouvait le soir pour faire des travaux, on a réussi à aménager tout le rez-de-chaussée de notre logement pour en faire un lieu d'accueil, l'espace Cro-Mignon. Qui est un logement indépendant où les enfants ont leur salon, leur cuisine, leur salle de jeu, leur dortoir, leur salle de bain et même des toilettes toutes petites comme on peut voir à l'école. Ils ont un jardin à eux à l'arrière de la maison et toujours pareil, une possibilité de lieu ressources où aller se balader qui est assez sympa. J'en profite pour rebondir sur ce dont on parlait au niveau de la formation. Alors, dans le métier de la petite enfance, il y a encore des assistantes maternelles dans l'auditoire. Nous avons une formation initiale de 120 heures et à la suite de ça, nous avons droit à 58 heures de formation dans l'année. Et depuis 2 ans, on rencontre une légère difficulté, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas, même avec la meilleure volonté du monde, accéder aux 58 heures en question, puisqu'il n'y a plus de sous.
Donc l'année dernière, on s'est dit, erreur de trésorerie, le trésorier s'est planté, pourquoi pas. Il a fallu s'asseoir pour nombre d'entre nous sur 1 à 2 formations programmées sur la fin de l'année. Et puis décidément, le comptable n'est pas hyper efficace, puisque cette année à nouveau, on nous a dit bah ouais mais non, à nouveau cette année on est désolé, on n'a pas de sous. Alors je ne parle que de mon cas, mais nous sommes des centaines de milliers dans ce même cas. J'avais une formation sur l'accueil de l'enfant né prématurément calée sur septembre et octobre, qui vous le reconnaîtrez comme moi hyper essentielle, à laquelle je n'ai pas eu accès, et on ne sait pas quand cette formation sera reportée, puisqu'en plus elle n'attire pas forcément, c'est pas toujours très rigolo d'entendre parler d'enfants prématurés. Donc voilà, Hyperia nous dit il n'y a plus de sous, et les assistantes maternelles disent on veut pouvoir se former, parce que nous réduire à une seule formation dans l'année, ça veut dire refermer encore plus la porte d'un isolement qui est réel dans notre métier, puisque comme vous l'avez dit tout à l'heure, on travaille de chez nous et on travaille tout seul. Et même si nous regorgeons d'idées pour rencontrer des gens, rencontrer des assistantes maternelles et d'autres professionnels, il est primordial de pouvoir continuer à bénéficier de ces 58 heures. Pendant que je râle un petit coup, vous pouvez donc voir les photos de l'espace Cro-Mignon. Voilà la salle de jeu. Le préau. J'ai la grande chance d'avoir un préau qui fait que les jours de pluie, nous pouvons quand même sortir, puisqu'il y a un toit, mais c'est quand même au grand air. Et ce qui nous permet de prendre l'air les jours où il pleut ou il fait moche. La cuisine avec vue sur la cuisine ouverte. Le salon, pardon, avec vue sur la cuisine ouverte. Où on, évidemment, on prend les repas, on fait les activités manuelles, où on a fait notre réunion de préparation avec les enfants sur cette édition de la SNPE. Faites des réunions avec les enfants. Le couloir avec le coin bibliothèque, qui est rangé, dis donc. C'était pour la faute, exactement. Et donc, on revient à la salle de jeu. Voilà. Merci beaucoup. Si des personnes ont des questions, du coup, c'est le moment. Alors, merci à tous pour vos apports très différents et très enrichissants. Moi, j'ai juste une réflexion à faire, à apporter en plus par rapport à l'orientation professionnelle des jeunes vers nos métiers. Donc avant d'entrer en formation, j'ai l'occasion de faire très souvent des forums des métiers dans les lycées, dans les collèges, etc. Et assez récemment, j'ai vécu une expérience un peu troublante dans un lycée professionnel. J'ai demandé, donc il n'y avait que des filles qui venaient à ma table, et je leur ai demandé pourquoi elles étaient venues en seconde professionnelle ST quelque chose, je ne sais plus comment on dit, ST2S, parce que ça change tout le temps. Et sur, je ne sais pas combien j'en ai vu, peut-être 40, il y en a une qui m'a dit qu'elle avait choisi. Toutes les autres m'ont dit je n'avais pas de niveau pour aller en général. Toutes. Et donc je leur ai dit d'accord, mais du coup il n'y avait pas d'autres secondes professionnelles. Ben si, mais bon, je me suis dit les enfants, je devrais pouvoir le faire. Et donc voilà, c'était ma réflexion, ça m'a vraiment beaucoup perturbée en fait, et j'ai compris, j'ai fait un lien avec ce que je vis au quotidien dans ma crèche, de ce manque de reconnaissance de mes collègues, où je me dis mais évidemment qu'on a besoin de reconnaissance quand on s'est orienté dans un métier par dépit, parce que quelqu'un un jour nous a dit tu peux pas faire mieux. Forcément que toute sa vie on doit être en quête d'une reconnaissance professionnelle. Oui, moi j'ai une question pour Mehdi Tiboutine. Je voulais savoir pourquoi la VAE, dans ce que vous avez exposé, vous expliquez qu'il n'y avait pas assez de passerelles. Et pourtant la VAE existe. Donc c'est juste pour m'éclairer parce que je n'ai pas... c'est pas assez développé, je n'ai pas compris. Bien sûr, non, vous avez entièrement raison. Moi je disais qu'il existait des passerelles entre les différents métiers, mais qu'il y avait certains métiers qui n'étaient pas accessibles par des passerelles. Ce que je veux dire, c'est que même si vous êtes par exemple, vous avez un diplôme de CAP petite enfance, avec une VAE, vous n'allez pas pouvoir atteindre un niveau de JE, par exemple, vous voyez, qui est en bac+3.
Donc, non, mais il va falloir. Ce que je veux dire, c'est que tout est possible par la formation, mais les étapes par lesquelles vous allez passer font qu'aujourd'hui, ça va être compliqué au sein d'une même structure d'y accéder. Notamment parce que, et c'est pour ça que je soulignais le volet de l'apprentissage, parce que c'est un outil formidable. C'est-à-dire que la promotion interne, elle est formidable, mais lorsque les structures qui vous emploient n'ont pas la capacité de pouvoir vous former, parce que ça va être un coût supplémentaire, alors que vous avez pourtant déjà des compétences qui vous permettent d'exercer, forcément, ça peut être un frein pour ces structures pour maintenir un niveau. Donc, c'est-à-dire que si jamais vous voulez vous former, il faudra le faire par ailleurs. Et donc, c'est-à-dire que vous sortez, entre guillemets, des effectifs. Et là, c'est ni valorisant pour le salarié, parce que du coup, il sort de sa structure, ni même pour la structure qui se prive d'un élément qui était un salarié qui répondait pleinement à tous les critères et qui avait envie d'évoluer. Donc, je dis juste qu'aujourd'hui, dans les modalités, en tout cas, d'évolution en interne au niveau des structures, tous les paramètres ne permettent pas l'évolution possible dont on aurait besoin. C'est vraiment sans ça que je réagissais. Parce qu'après, vous avez toutes les passerelles possibles. Vous pouvez très bien accéder au niveau CAP, au niveau bac, après au niveau bac plus 2, au niveau bac plus 3. Mais si vous voulez, après, je veux dire, il faut qu'il y ait un chemin. En tout cas, moi, c'est dans notre vision. Et je pense que c'est la vision qui est partagée partout. Alors là, si je me place un peu plus avec la casquette gestionnaire de structure ou directeur de structure de garde d'enfants à domicile, sur une vision qui soit réaliste pour les gestionnaires et les directeurs, mais aussi également pour les salariés. Vous voyez ? C'est-à-dire que si dans votre structure, vous dites tiens, pour me former, je dois quitter la structure, pour vous, peut-être qu'il n'y a pas un intérêt particulier. Vous voyez, et pendant ce temps-là, peut-être que vous allez vous former, il faudra trouver une structure qui va vous accueillir pour vous former. Vous allez pouvoir passer des étapes avec la VAE, bien entendu, mais ça va nécessiter. Enfin, je ne sais pas si je suis assez clair dans ma réponse ou pas. Non, parce que je regarde, vous n'avez pas l'air de. Non, parce que en fait, j'essaye d'ouvrir justement parce que moi, dans ma représentation, il y avait la VAE qui était accessible à tous, bien sûr par niveau pour arriver, parce que c'est le cas. Hein, je dis pas que c'est pas. Et puis la deuxième chose, c'est un outil formidable. C'était la formation de compétences. La formation continue, et qui était accessible à tous. Mais avec des freins. C'est-à-dire qu'en fait, je ne dis pas que ça ne l'est pas, et je ne dis pas que la VAE n'existe pas ou qu'elle ne permet pas de faire ces évolutions. Elle le permet. Je dis juste que dans les faits, au sein d'une même structure, cette évolution-là est compliquée. Parce qu'aujourd'hui, il y a des freins qui font que il est compliqué pour des employeurs de faire évoluer leurs salariés quand ça nécessite une évolution trop importante ou ça nécessite après des surcoûts qu'ils ne peuvent supporter. Mais il y a juste quelques petits freins à lever, c'est des freins réglementaires. Je parle notamment, vous voyez, je reste vraiment sur l'apprentissage parce que c'est quelque chose qu'on porte tous collectivement. C'est-à-dire que si jamais on reconnaissait dans les effectifs le salarié qui dispose déjà d'un diplôme, qui souhaite se former pour aller sur le diplôme supérieur, ça permettrait de le garder en poste pour les employeurs. Et donc, ça permettrait justement de pouvoir rester au sein de la même structure et de passer cette étape supérieure. C'est pour ça que je suis peut-être un peu plus clair dans le sens, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'évolution possible ou que la VAE ne marche pas, juste que dans les faits, ces freins font que ça va être plus complexe. Peut-être en complément et puis en réponse à Laetitia et Véronique, ce qu'on perçoit, c'est que effectivement, il y a eu beaucoup d'orientation par dépit dans nos métiers. De jeunes femmes, parce que les jeunes hommes, on les envoie faire de la mécanique, de jeunes femmes et de jeunes femmes qui, du coup, n'ont pas confiance dans le système scolaire, ont des difficultés avec l'écrit, n'ont pas confiance dans l'écrit, ont la trouille de passer devant un jury, et que ces jeunes femmes-là, quand on les embarque dans le dispositif VAE, il est hyper dur d'accès pour elles. Et c'est bien pour ça, et pardon, je rebondis beaucoup sur les propos de Madame Laprey, mais j'aimerais beaucoup savoir si effectivement il va y avoir un diplôme plus accessible qu'éducateur de jeunes enfants dans la filière éducative et un diplôme de niveau bac dans cette filière éducative qui serait certainement un effort moins difficile à faire pour des profils qui ont été fâchés avec l'institution scolaire et avec cette pensée scolaire. Et ça, c'est vraiment important. Et par ailleurs, il y aura peut-être des gens qu'on n'arrivera jamais à mettre dans cette démarche qui est individuelle et très introspective de faire une VAE. Ça nécessite de prendre beaucoup de recul sur soi-même et d'être dans une grande démarche d'analyse des pratiques. Il y a d'autres possibilités de former. C'est les possibilités de formation par les voies de l'alternance, apprentissage, contrat de professionnalisation, PROA. Tous ces dispositifs-là, c'est un choix commun d'investir dans les compétences de demain. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un choix commun d'investir dans les compétences de demain, mais
à perte du point de vue de l'employeur, sauf à faire ce pari d'investir pour l'avenir et pour le secteur. On pourrait faire des dispositifs qui soient plus gagnant-gagnant, valorisant d'un côté comme de l'autre, sans atteindre à la qualité d'accueil des enfants et à leur sécurité, mais vraiment reconnaître, aller plus loin. Aujourd'hui, on vit avec une FAQ de la DGCS qui n'a pas valeur réglementaire, et ce qui fait que des professionnels CAP petite enfance, donc extrêmement compétents pour leur métier, accueillir des jeunes enfants, quand ils sont dans cette démarche d'apprentissage d'un nouveau métier en alternance, auxiliaire de puériculture ou éducateur de jeunes enfants, des services de PMI ne veulent pas, quand ils sont sur leur phase de terrain, qui comptent dans l'encadrement des enfants. S'ils étaient en train de faire autre chose, ils pourraient compter dans l'encadrement des enfants, ce qui nous semble être une aberration. Et il nous semble qu'au contraire, ces dispositifs d'apprentissage pourraient être valorisés. Pardon, du coup, j'ai pris du temps dans les questions et je voyais le micro qui circulait. Un dernier point, du coup, juste pour rebondir sur ce que disait Elsa, sur la partie attractivité des métiers. Parce que moi, je le vois aussi avec ce qui est certain aujourd'hui, on le voit dans plein d'autres métiers du médico-social qui ont exactement les mêmes problématiques, c'est-à-dire qui sont majorité féminins, qui sont peu ou pas valorisés notamment par les prescripteurs d'emploi, qui ne sont pas valorisés aussi au niveau des plus jeunes. Il y a un élément sur lequel, alors c'est compliqué, ça prend du temps, c'est sur une vision long terme, mais qui est importante pour faire changer aussi l'image de ce métier. C'est-à-dire qu'il y a bien sûr sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge sur ce que sont ces métiers, faire évoluer aussi les pensées des prescripteurs. C'est-à-dire, comme je le disais, c'est pas parce qu'on dit oui, bah tiens, vous savez pas quoi faire, allez dans cette filière, vous avez déjà eu des enfants, bon, vous allez y arriver, vous inquiétez pas. C'est changer cette vision-là. Et c'est aussi avoir plus de mixité dans le métier, parce que c'est vrai qu'on le voit dans tous les secteurs. Dès qu'on a des secteurs où on a une proportion égale d'hommes et de femmes, malheureusement, le métier n'est pas perçu de la même manière. Et on le voit, c'est exactement, enfin, je dis ça parce que pour avoir cette casquette-là aussi, sur l'aide à domicile, sur la petite enfance aussi, voilà, il faut qu'on puisse montrer qu'on est sur des métiers qui soient accessibles à tous les, entre guillemets, genres, si je puis dire. Et ça va nécessairement permettre aussi de renforcer cette attractivité. Donc, vous avez entièrement raison sur les points qui sont soulevés. Il faut vraiment continuer à œuvrer au quotidien auprès des jeunes, des prescripteurs locaux, des pouvoirs publics, pour que dans les communications qui en sont faites, on montre bien toutes les compétences nécessaires pour accueillir des enfants et tout le sens qu'il y a derrière. Quand même, sur l'exemple que vous avez donné sur les orientations en seconde, c'est dramatique. C'est quand même, ça fait 30 ans qu'on entend effectivement la même chose. C'est-à-dire, si tu n'as pas le niveau, ne va surtout pas en général. Les orientations par défaut, elles sont, et par genre, bien entendu, elles sont dramatiques. Et c'est un peu... Bon, on se demande quand est-ce que ça va vraiment bouger, parce qu'après, ça suscite des abandons, et ça va un peu au-delà, c'est-à-dire que, y compris après, quand je passe le bac, les orientations un peu par défaut, avec l'algorithme qu'on connaît tous si on est parent effrayé d'un enfant en terminale, qui oriente, et notamment dans les études, par exemple, d'infirmiers, les taux d'abandon sont énormes parce qu'on s'aperçoit au bout de quelques mois qu'on ne supporte pas la vue du sang ou d'une seringue. Donc effectivement, il y a un travail encore et toujours à faire sur la bonne orientation au bon moment, et aussi susciter des vocations. Et c'est un peu ce que vous avez fait, vous, avec des diversités de carrières en deuxième, en troisième rebond, y compris... se dire, et c'est une piste sur laquelle on essaierait de travailler nous, on a des deuxièmes parties de carrière qui sont encore pas totalement construite. C'est-à-dire, je suis aide-soignante à l'hôpital, en EHPAD, et au bout d'un moment, je ne peux plus y travailler parce que la pénibilité est trop élevée. Je peux encore travailler dans les métiers du care, ce que j'appelle les métiers du care. Je peux devenir famille d'accueil pour un enfant accueilli à l'aide sociale à l'enfance. Je peux aussi devenir assistante maternelle. Il y a des métiers de deuxième reconversion dans ce halo-là, des personnes qui travaillent dans le métier que j'appelle du care au sens global. Et c'est sans doute un peu aussi des passerelles qu'on n'a pas totalement construites, nous, côté État, avec des... on ne va pas vendre du rêve, mais un certain nombre de personnes qui finalement se retrouveraient dans ces métiers de l'accueil parce qu'elles le connaissent, ce sont des femmes évidemment, et que dans une première partie de carrière, elles ne peuvent plus exercer en établissement parce que c'est devenu trop compliqué. Donc c'est aussi ces passerelles-là qu'il faut, nous, de notre côté, y compris dans le travail du comité de filière,
qui sont sans doute à réfléchir et un peu systématiser. Je pense aussi, mais alors là, je fais des vieux pieux aux enseignants. Vous savez, en seconde partie carrière, quand ils ne peuvent plus enseigner, ils pourraient tout à fait aussi se tourner vers certains métiers du care, voilà, de façon, dans des sortes de reconversion. Merci. Je crois qu'il y a une dernière question. Oui. Merci à toutes et tous. Moi, j'avais juste une petite question parce qu'on a parlé pas mal de mobilité. Et du coup, la question que j'allais vous poser à tous et tous, à voir qui allait répondre. On a beaucoup parlé, effectivement, vous avez beaucoup parlé de la formation. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les professionnels qui sont là maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que vous êtes le bon exemple à toutes les deux qui ont parlé, notamment vous qui avez expliqué que vous étiez assistante maternelle, que vous avez fait pas mal de cursus. Et moi, la question que je me pose, on parle beaucoup d'attractivité des métiers, effectivement. Et la question, c'est qu'on parle beaucoup de formation, mais en fait, quelle idée ou réflexion on peut avoir en plus? Je pense notamment aux professionnels qui ont déjà, je ne veux pas dire en fin de carrière, parce qu'elles ne le sont pas du tout, mais en milieu fin de carrière, qui ont déjà 10, 15 ans de carrière. Parce qu'on ne l'a pas trop évoqué, je crois. Vous avez parlé tout à l'heure notamment des professionnels qui se tournent vers le libéral. Il y en a de plus en plus. Et en fait, aujourd'hui, au-delà de ça, c'est des personnes qui se forment, qui ont accès à la formation. Mais en fait, on se rend compte, moi je le vois en tout cas en les côtoyant, que ce n'est pas suffisant. C'est qu'à un moment donné, il y a un vrai sens, et vous l'avez dit vous-même, de liberté. Il y a quelque autre chose, en tout cas, je ne sais pas, qui nous échappe. Je pense que dans le public, elles sauront mieux répondre que moi, mais il y a une vraie réflexion au-delà de ça. On pourra mettre beaucoup de choses en place, notamment la formation, mais il y a vraiment le cœur de métier. Effectivement, et moi j'ai une petite crainte de ce que vous dites sur le bloc de compétences à quand même garder. Les professionnels, moi j'en côtoie dans le médico-social, dans la petite enfance, elles sont attachées à leur métier. Et effectivement, quand on est professionnel en petite enfance, on est en petite enfance. Dans le médico-social, on est dans le médico-social. Et donc, voilà, c'est revenir à des choses aussi basiques où les professionnels sont sur le terrain et elles cherchent en fait des solutions sur le terrain au-delà de la formation. Et c'était juste, est-ce que vous avez réfléchi tous à des réflexions, ou même dans le public, parce que moi j'avoue que c'est ce qui m'intéresse quand même aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit beaucoup de choses, mais... Je me permets de rebondir, parce que pour le coup, j'ai aussi le diplôme d'auxiliaire de puériculture, et j'ai travaillé à la fois en milieu hospitalier et à la fois en crèche. Et voilà, ça m'a fait drôle aussi au démarrage, parce que effectivement, on n'est pas sur les... en théorie, sur les mêmes domaines. Voilà, la santé d'une part, l'éducatif d'autre part. Et finalement, je suis sur 3 domaines différents. Et alors qu'en fait, pour moi, oui, il pourrait y avoir un module finalement commun. C'est que pour moi, tous ces métiers-là se rejoignent au niveau du prendre soin. Alors après, moi, je le vois comme ça de ma fenêtre à moi, hein, mais clairement, je l'ai vécu comme ça pendant toute ma carrière, en fait. Et je suis tout ça à la fois. Je trouve autant de sens à accompagner dans le milieu médical que en crèche ou dans le milieu du handicap, parce que j'ai aussi mis les pieds dans le milieu du handicap. Et ce care, effectivement, moi, m'a porté. Mais après, pourquoi ça nous porte? Ça, c'est une grande question à se poser aussi, parce que voilà, il ne faut pas qu'on vienne réparer quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi réfléchir, travailler dans la petite enfance. Il y a aussi des professionnels qui viennent à ce métier pour réparer quelque chose. Et je pense que dans les formations initiales, il serait bon de travailler là-dessus. Après, voilà, c'est une autre parenthèse. Mais voilà, j'avoue que moi, ça me dérange un peu. Mais c'est très personnel, hein, ça me dérange un peu qu'on sépare comme ça ces grands domaines. Je me suis retrouvée dans la situation de me questionner sur ma légitimité. J'en ai parlé plusieurs fois, même dans la journée, parce que en plus, voilà, j'ai obtenu mon diplôme dans une pochette surprise, quoi. Enfin, non, mais voilà, la VAE, moi, en tout cas, je l'ai vécu comme est-ce que je suis légitime ou pas? Et avant même d'obtenir la VAE, en fait, j'étais sur des missions qui nécessitaient des compétences que j'avais déjà, mais que je n'avais pas validées par un diplôme. Et donc, moi, cette question du diplôme me questionne. Voilà, on peut très bien avoir développé des compétences en ayant simplement un CAP petite enfance, et j'ai rencontré des professionnels qui ont un CAP petite enfance et qui mériteraient d'avoir des diplômes bien supérieurs, et que moi j'admire chaque jour parce que voilà, elles ont des compétences que moi je n'ai pas et que j'aimerais même avoir. donc voilà, cette question du diplôme, alors j'entends bien au niveau de la DGCS et voilà, de nos dirigeants, etc. Forcément, ces questions-là se posent. Mais voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre les compétences au cœur
de tout ça, de ce questionnement. Et puis encore une chose, effectivement, on parlait des freins tout à l'heure. Il y a quand même toute cette question des concours. On n'en a pas trop parlé, mais en fait, ma vie professionnelle a été ponctuée de nombreux concours. Et c'est un petit peu fatigant, au bout d'un moment, tous ces concours. C'est un peu l'échelle émotionnelle. Et quand on veut travailler dans la fonction publique, c'est encore pire. Voilà. Donc, si on pouvait aussi se questionner sur les concours, pourquoi pas. Je vous avais promis qu'on ne pourrait pas tout refaire. Merci beaucoup. Merci Alice, merci Elsa, merci Mélie, merci Céline, merci Audrey et merci Andrew.